Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce deuxième webinaire du cycle 2022 Achat public, petite enfance et santé environnement que nous organisons avec le soutien de l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine. C'était un cycle qu'on renouvelle, qu'on avait réalisé en 2021, qu'on renouvelle en 2022 autour des dernières actualités. Donc le premier a traité des actualités en matière de réglementation et produits chimiques en Europe. Le deuxième aujourd'hui va parler de produits lavants et de savon et le prochain parlera de jeux et jouets. Donc l'idée c'est vraiment de vous proposer de vous tenir informés à nos côtés des actualités, des outils qui peuvent être développés en matière de santé environnementale appliqués notamment à vos achats pour les établissements accueillants de jeunes enfants. Et puis nous l'idée c'est vraiment de s'associer avec des expertes spécialisés en chimie, en santé environnementale et qui nous aident en fait à identifier les bonnes prescriptions en matière de santé environnementale à intégrer dans vos marchés publics relatifs aux établissements que vous gérez en matière de accueil de jeunes enfants. Donc des spécifications techniques, conditions d'exécution, critères. L'idée, c'est que selon la réglementation, selon la maturité de l'offre, on a plus ou moins d'éléments à formuler dans les marchés. Donc là, l'idée, nous, c'est qu'on puisse vous aider. Voilà, donc j'ai présenté le programme. Donc c'est un webinaire, un cycle sur 3 webinaires en novembre, le lundi après-midi pour se mettre en forme pour la semaine. Et donc aujourd'hui, on accueille Euriel Clavel qui donc a sa caméra allumée et qui va nous parler de produits lavants et savon. Déjà, il y a une distinction produits lavants et savon qu'on n'avait pas forcément en tête quand on a commencé à travailler ensemble. Donc, Euriel est ingénieure chimiste. Elle fait conseil en santé environnementale auprès de l'agence Alix et de l'agence CEFI, donc avec qui on a l'habitude de travailler. Je te laisse la main, Euriel, pour te présenter et puis nous présenter tes recommandations en matière d'achat de produits lavants pour les collectivités territoriales qui gèrent des établissements accueillant de jeunes enfants. Super, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Donc, comme Anne a dit, je suis ingénieure chimiste et aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation sur les produits lavants qui va se découler en 2 temps. D'abord, une présentation un petit peu générale sur qu'est-ce qu'un produit lavant, quels sont les composés chimiques et après, une présentation plus spécifique sur l'outil qu'on a développé qui est une fiche d'auto-évaluation à destination des fournisseurs qui comprend un certain nombre de critères pour les aider à vous proposer en fait des produits adaptés aux jeunes enfants et à vos établissements. Donc, avec l'épidémie de Covid-19, l'hygiène des mains a été remise en avant comme geste barrière majeure de prévention au risque épidémique. Mais il faut savoir qu'en fonction de la fréquence du lavage, de la qualité du rinçage, de la qualité des produits qui vous sont proposés, on risque l'apparition de sécheresse cutanée, d'irritation, d'allergies, allergies et irritations qui peuvent conduire à des dermatites. Et on a une composition des produits qui est très variable et qui peut exposer à des substances chimiques potentiellement préoccupantes, comme notamment des ammoniums quaternaires, des phtalates ou des allergènes. Alors, dans les EAJE, on a des produits lavants proposés par les fournisseurs qui sont en fait très variables. C'est parce qu'on est face à des fabricants qui ont des savoir-faire et des domaines d'expertise qui sont très différents. Ils peuvent être spécialisés en hygiène professionnelle, en cosmétique ou en pharmacie. D'où des questions en fait sur leurs pratiques, notamment sur la conformité des produits qui vous sont proposés avec le règlement cosmétique européen, sur la présence d'une labellisation et de ses critères, sur les conditions d'évaluation de l'innocuité des produits et enfin sur la composition des produits et la priorisation de certains ingrédients en fonction des habitudes de formulation de l'industriel que vous avez face à vous. Alors, concernant la réglementation, c'est le règlement cosmétique européen qui est le plus adapté pour les produits appliqués sur la peau, notamment parce qu'il garantit des produits sûrs pour la santé humaine,
une évaluation de la sécurité du produit fini, des substances réglementées. Alors, ça peut être des substances qui sont interdites, qui sont avec des restrictions ou qui sont autorisées via des listes. On a notamment des listes pour les colorants, pour les conservateurs, pour les filtres solaires. Et enfin, particularité de la réglementation cosmétique, c'est qu'on a l'obligation de la mise à disposition de la liste des ingrédients. Donc, quand on achète un produit, que ce soit dans l'emballage ou que ce soit sur l'étiquetage du produit, on a la liste des substances chimiques qui le constituent. Alors, une liste qui n'est pas totale non plus, c'est un peu un des biais de la réglementation, puisqu'en dessous d'un certain pourcentage, les substances chimiques ne sont plus à déclaration obligatoire. Et si on fait une comparaison en fait avec le règlement des détergents, qui peut être aussi le règlement sous lesquels les produits vous sont éventuellement proposés. Le règlement détergent, il est beaucoup plus centré sur les enjeux environnementaux, notamment sur la biodégradabilité des produits. Donc, il met un petit peu de côté tout ce qui est application sur la peau et toutes les spécificités finalement d'un produit cosmétique. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler du règlement biocide, qui est un autre règlement qui peut aussi concerner les savons ou les produits dits savons désinfectants. Alors c'est un règlement particulier, mais il faut quand même savoir que si les produits biocides sont destinés à être appliqués sur la peau, ils doivent répondre aux critères du règlement cosmétique. Donc il y a des critères particuliers pour le règlement biocide, mais ils incorporent aussi les critères du règlement cosmétique. Alors, ça, c'était la partie réglementation. En ce qui concerne en fait la sécurité de l'évaluation des produits, en fait, aujourd'hui, cette évaluation, elle est imparfaite. C'est pour ça qu'on trouve sur le marché des produits pour enfants qui peuvent éventuellement contenir des substances potentiellement préoccupantes. Et elle est imparfaite, cette évaluation, pour plusieurs raisons. D'abord, il faut savoir que les données toxicologiques qui sont utilisées pour permettre la vente du produit, elles sont essentiellement disponibles à partir d'études toxicologiques qui ont été réalisées sur des adultes. Et ça se comprend, c'est une question un petit peu éthique. On ne va pas tester sur des enfants qui sont particulièrement sensibles des produits au risque de déclencher des allergies ultérieurement. Alors, il y a aujourd'hui des recommandations qui ont été émises en termes d'évaluation pour les enfants par l'Union européenne et le Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs. Mais c'est des recommandations, donc ce ne sont pas des obligations, ce sont des recommandations aussi qui restent imparfaites, parce que notamment par rapport à l'Union européenne, elle a fixé des recommandations, mais sans donner les modalités précises de mise en application des tests. Et concernant le comité de sécurité, on a absence de ce qu'on appelle des référentiels opposables, c'est-à-dire des référentiels sur lesquels on va venir s'appuyer pour certifier que l'évaluation a été conduite de façon précise. Et on a l'absence de référentiels en fait, qui préciseraient des tests spécifiques à réaliser. Donc, c'est laissé un petit peu à la bonne volonté et en fonction des pratiques et finalement de la rigueur des acteurs qui vont mettre les produits sur le marché. Alors, autre spécificité qui concerne les cosmétiques, on n'a pas besoin de déposer en fait un dossier d'AMM comme pour les médicaments, ce qui fait qu'on a une évaluation de la sécurité qui est moins drastique que pour un médicament. Alors, par contre, il y a quand même des garde-fous, il y a quand même une sécurité qui est assurée parce qu'on va prendre en compte en fait des marges de sécurité. C'est-à-dire que quand on va déterminer des valeurs d'ingrédients autorisés dans les produits, on va diminuer ces valeurs-là en considérant qu'il faut qu'elles soient plus faibles pour assurer la sécurité des enfants. On va prendre en compte aussi les sites d'exposition pour tenir compte en fait des spécificités de l'application du produit. Par exemple, un produit qui va être destiné à l'application du siège, on va prendre en compte le fait qu'il est destiné au nettoyage des fesses des enfants. Et on prend en compte aussi les caractéristiques cutanées spécifiques des enfants qui, je le rappelle, ont une peau qui est plus fragile et qui est plus perméable en fait à la pénétration des produits qu'une peau d'adulte.
Et enfin, on a une autre sécurité qui peut être réalisée en choisissant des ingrédients judicieux et sûrs pour la santé et la sécurité des enfants. Alors là, on va faire un petit peu de chimie. Quand on parle de produits lavants, en fait, on parle de produits qui peuvent se présenter sous une forme solide ou liquide. On parle de produits qui peuvent être dotés de qualificatifs. Vous allez souvent voir sur les produits lavants le qualificatif sur gras. Il peut y avoir des revendications aussi, produits lavants hydratants. Concernant les familles chimiques, on a deux grandes familles chimiques pour les produits lavants. On a les savons, c'est une famille chimique à part entière. Alors les savons, il faut savoir qu'ils sont issus d'une réaction chimique particulière qui s'appelle une réaction de saponification, qui se fait à froid ou à chaud, et on prend un corps gras et on va le mettre au contact d'un agent alcalin, qui peut être de la soude ou de la potasse, et cette réaction de saponification se produit et on obtient le produit qui s'appelle le savon. C'est le cas par exemple du savon de Marseille ou du savon d'Alep. Deuxième grande famille, vous avez ce qu'on appelle les syndettes. Alors syndette, c'est la terminaison anglaise en fait du terme qui se dit synthétique détergent. Et cette famille chimique, vous allez la retrouver dans quasiment l'essentiel des produits lavants, alors que ce soit des gels douches, des eaux nettoyantes, des lotions moussantes. Donc, ce sont des produits qui sont fabriqués à base de tensioactifs de synthèse, qui peuvent être d'origine chimique, donc pétrochimique ou végétale. Alors, je rappelle, un tensioactif, c'est une molécule qui a la propriété de venir décoller et solubiliser la saleté. C'est un terme qu'on va retrouver quand je vais vous expliquer un petit peu les matières premières qui constituent la composition d'un savon. Et après, dans ces deux familles, on peut trouver dans les produits d'autres substances chimiques qui viennent compléter la composition chimique, qui vont être des conservateurs, qui peuvent être du parfum, qui peuvent être des agents texturants, des agents opacifiants, des régulateurs de pH et des agents anticalcaires. Alors, concernant plus spécifiquement la composition, on est venu en fait pour déterminer quelles étaient les substances potentiellement indésirables qu'on pouvait trouver dans les produits lavants. On s'est appuyé en fait sur les études des instituts de recherche et de santé nationaux et internationaux. On a regardé aussi dans les bases qui existent aujourd'hui et qui répertorient les perturbateurs endocriniens. Et on s'est basé aussi sur des analyses d'ONG particulièrement investies sur les produits cosmétiques ou de médias engagés qui font régulièrement des parutions sur les compositions des produits. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver comme substance problématique dans un produit lavant? Alors, on peut trouver les tensioactifs qui peuvent être irritants ou sensibilisants. Il y a notamment une grande famille qui est ce qu'on appelle la famille des sulfates, qui est connue pour ses propriétés irritantes. Vous avez aussi dans les tensioactifs des tensioactifs qui vont avoir dans leur appellation chimique le suffixe DEA ou MEA. Ça veut dire diéthanolamine ou méthanolamine, qui sont des composés en fait qui peuvent être sensibilisants. On peut trouver aussi dans les produits lavants ce qu'on appelle des agents chélatants ou anticalcaires. Alors vous avez notamment le DTA. Je ne sais pas si vous êtes un petit peu sensible à la lecture des listes d'ingrédients sur les produits cosmétiques, mais c'est un composé qu'on trouve assez souvent. Donc, il y a le DTA et ses sels, idem, il est reconnu comme étant particulièrement irritant. On trouve aussi des conservateurs, et notamment des conservateurs de la famille des isothiazolinones. On trouve le phénoxyéthanol, on trouve des libérateurs de formol. On peut trouver aussi des composés qui sont fabriqués à partir d'une substance chimique qui s'appelle le polyéthylène glycol, qui est un composé éthoxylé. Ça peut être des tensioactifs, des solvants ou des émollients. Et ces composés-là, ils ont la particularité d'augmenter la perméabilité de la peau et par leur synthèse, en fait, par leur fabrication chimique, ils peuvent contenir en fait des contaminants. Donc, même si la matière première elle-même en elle-même n'est pas problématique à 100%, elle peut apporter par sa synthèse chimique des polluants qui, eux, peuvent être nocifs pour la santé. On trouve aussi dans les composants préoccupants les huiles essentielles parce qu'elles peuvent être sensibilisantes.
Et enfin, les parfums. Alors, il faut savoir que les parfums, dans le règlement cosmétique européen, il y a l'obligation de déclarer 26 allergènes. Alors, cette liste aujourd'hui, elle est en rediscussion pour l'augmenter et on parle d'une liste future à 82 composés. Voilà, donc c'est pareil, c'est des composés, comme ils sont à obligation déclarative, on va trouver leur nom sur les listes d'ingrédients. Et enfin, dans les substances indésirables, on peut aussi trouver des substances potentiellement perturbatrices endocriniennes, comme certains phtalates qui sont apportés par les parfums ou certains conservateurs. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a une voie de formulation sûre pour les bébés, les jeunes enfants et les acteurs de la périnatalité? Alors, l'idéal, c'est de privilégier un produit qui serait conforme au règlement cosmétique, doté d'un label de confiance, ou du moins qui respecterait les critères d'un label de confiance, avec une liste d'ingrédients courte, avec le moins d'ingrédients chimiques possible et le plus d'ingrédients naturels, et en tout cas avec des ingrédients respectueux ou des tensioactifs doux et l'absence de substances chimiques potentiellement nocives. Et quel est le produit qui répondrait le mieux à cette liste de critères? Eh bien, c'est les savons. Alors, les savons, aujourd'hui, on a encore quelques idées reçues concernant le savon, que je vais vous détailler ici. Il y a la question du pH. Alors, il faut savoir que le savon a un pH qui est compris en général entre 8 et 9. Alors, ce n'est pas un problème. Et il faut savoir que quand on voit l'allégation pH neutre sur un produit lavant, ce n'est pas une garantie sanitaire. C'est-à-dire que le pH neutre ne préjuge en rien du reste de la composition du produit et n'évite pas la présence d'ingrédients indésirables dans les produits lavants. Deuxième idée reçue, c'est que quand on a l'allégation surgras qui est associée à un produit, on pense surgras, c'est gras, ça va restaurer, maintenir le film lipidique de la peau, on va obtenir un produit plus protecteur. Ce n'est pas une garantie non plus, parce que ça va dépendre de la qualité des huiles utilisées et aussi de leur quantité. Il y a une question aussi qui rejoint finalement la question du pH. Quand on a une saponification qui est bien faite, donc une réaction chimique qui va jusqu'au bout, on ne va pas avoir d'excès de soude ou de potasse dans le produit, donc on n'a pas de risque d'avoir un produit décapant. Et enfin, dernière idée, quand on est face à un savon liquide végétal, il faut rester vigilant parce qu'on va venir ajouter de l'eau. Si on rajoute de l'eau, on est susceptible d'avoir un produit qui va être plus sensible à la contamination bactérienne. Et très souvent, sont rajoutés aussi à la composition du produit des conservateurs ou des stabilisants. Donc, il faut toujours avoir à l'idée de privilégier une certification et un label type Cosmebio pour garantir que le reste de la composition est conforme et le plus sûr pour les jeunes enfants et le personnel des structures. Alors, suite à toute cette analyse qu'on a fait et toutes ces informations qu'on a compilées sur la composition des savons, en fait, on a conçu une fiche qui est à destination de vos fournisseurs, que vous pouvez consulter aussi parce qu'elle a beaucoup d'informations qui permettent une sensibilisation aux attentes et aux critères de sélection pour avoir le meilleur produit possible. Et à partir de cette analyse de produit, on a donc conçu cette fiche qui est un outil de notation qui va être basé sur 10 critères. Ces critères étant des critères qu'on explique à chaque fois. Et l'idée, c'est d'avoir, chaque critère est basé sur vaut 1 point, et l'idée d'avoir une note la plus proche de 10 possible, c'est-à-dire de cocher le plus de critères possibles qui permettent d'avoir un produit lavant qui soit sûr à l'utilisation. Alors, je vais vous détailler un petit peu la fiche. Elle est, comme je disais tout à l'heure, très explicative. Le premier critère va concerner la réglementation et notamment la conformité des produits qu'on va vous proposer au respect des critères du règlement cosmétique. Donc, on demande la conformité et on explique aussi
sous le critère pourquoi on la demande. Ce qui permet aussi finalement d'être dans une démarche de formation et de sensibilisation de vos acteurs. Le deuxième critère concerne la présence d'un label. Alors, il faut savoir que tous les labels ne se valent pas et qu'il vaut mieux privilégier en fait un label cosmétique qui va être beaucoup plus exigeant sur les critères de santé environnementale. Et pareil que pour la réglementation, on explicite en fait le bien fondé des labels. Et il faut savoir que les labels en fait excluent un certain nombre de matières premières. Et c'est pour ça qu'ils peuvent garantir finalement une sécurité accrue pour les produits qui sont labellisés. Et les 8 critères suivants vont concerner la présence ou l'absence de certains ingrédients, notamment des tensioactifs, présence ou absence de parfum, la présence ou absence de conservateurs et la qualité des conservateurs, les colorants, présence ou absence d'allergènes, présence ou absence d'huile essentielle et présence ou absence d'agents anticalcaires. Alors, à partir de cette fiche, pour valider notre démarche, en fait, on a passé au crible les produits qu'on a rencontrés quand on a fait les audits dans les structures avec le programme CEFLI. Donc, on a sélectionné une dizaine de structures pour lesquelles on avait toutes les informations sur les produits lavants utilisés. Donc, sur 10 structures, on a recueilli la dénomination, enfin les références de 39 produits lavants, ce qui fait quand même en moyenne 4 produits différents par structure, ce qui n'est pas rien parce qu'on multiplie quelque part les risques. Et après, on a expertisé en fait la composition de ces produits que je vais vous présenter pour que vous voyez un petit peu l'état des lieux aujourd'hui. D'où est-ce qu'on part aujourd'hui quand on parle de produits lavants? Alors, on a d'abord regardé quelle était l'origine des produits lavants qui vous étaient proposés et qu'on avait rencontrés. Donc, sur les 39 produits qu'on a expertisés, 74% des produits, donc quasiment les 2 tiers, sont fabriqués par des industriels de l'hygiène professionnelle. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne prennent pas en compte les critères du règlement cosmétique, ça veut simplement dire qu'ils ont des habitudes de formulation qui sont plus corrélées à des utilisations dans des industries particulièrement polluantes qu'à l'utilisation par des jeunes enfants et du personnel qui travaillerait dans des structures d'accueil. Et Uriel, je complète, ça se retrouve finalement dans les marchés, dans vos marchés publics. Vous ne faites pas séparément la détergence et la désinfection et l'hygiène. C'est souvent dans le même marché public qu'on a un lot sur l'hygiène, voire même l'hygiène au sein d'un lot. Donc, il y a une cohérence entre ce constat et la réalité sur le terrain, y compris des acteurs. Et sachant qu'on a quand même, dans les produits qu'on a trouvés, des produits qui sont, oui, ce que j'ai dit, hygiène professionnelle. Donc, vraiment des produits qui sont pas faits pour nettoyer les mains des enfants, quoi. Alors, deuxième critère qu'on a été regardé, c'est la présence ou l'absence de label. Et on a constaté en fait que 85% des produits n'étaient pas labellisés ou labellisés Écolabel européen, qui jusqu'à peu était un label qui était qui ne concernait pas les cosmétiques. Alors, le label a été élargi cette année aux produits cosmétiques, mais dans les produits qu'on a rencontrés, ils étaient vraiment sous le label Écolabel européen, plutôt destiné aux détergents. Donc, c'est un label qui était beaucoup moins exigeant sur les questions de santé environnementale. Donc, ça fait à peine un quart des produits, enfin un cinquième des produits qui est concerné par une labellisation avec un label cosmétique. Après, on a été regarder un petit peu en termes de composition, qu'est-ce qu'on pouvait trouver. Alors, dans les produits qu'on a expertisés, ils contenaient en moyenne 14 ingrédients, ce qui est beaucoup, et on avait des compositions qui allaient de 3 à 25 ingrédients. Donc, il est sûr que quand on a une liste d'ingrédients avec 25 produits, au bout de la 3e ligne, on est perdu et on a du mal en fait à décoder de façon très claire la composition du produit qu'on utilise. Et on a fait un focus sur les parfums et on s'est rendu compte qu'il y avait 62% des produits qui étaient parfumés. Alors, je rappelle, ça amène le risque
d'introduire des allergènes et ça amène le risque aussi d'avoir des phtalates dans la composition des produits. Et il faut savoir que les phtalates, ils sont en quantité tellement infime qu'ils ne figurent pas en fait sur la liste des ingrédients des produits. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment mis en composés additionnels à la composition parfumante et on ne les retrouve pas dans les ingrédients qui sont listés et obligatoirement déclarés. Alors après, on a été regarder le type de tensioactif utilisé, parce que c'est généralement les tensioactifs qui sont responsables aussi de la majeure partie des irritations et des phénomènes de sensibilisation qu'on peut rencontrer. Et on a constaté en fait qu'il y avait une prépondérance de l'association entre des tensioactifs de la famille sulfate et d'un tensioactif qu'on appelle le cocamidopropylbétaïne, qui est, je le rappelle, sensibilisant. Et quand on fait un petit peu le tour, c'est ces deux ingrédients-là qu'on va retrouver mélangés éventuellement avec d'autres tensioactifs ou seuls chacun, mais avec un autre tensioactif, ce qui fait qu'on est quand même face à des produits qui utilisent majoritairement en fait des tensioactifs qui sont irritants et sensibilisants. Et puis, on a été regarder un petit peu les autres sources potentielles de substances préoccupantes et on s'est aperçu en fait que il y avait que 20% des produits qu'on avait expertisés qui n'avaient pas du tout d'ingrédients problématiques et qu'en général, dans les produits, on trouve ou des conservateurs problématiques ou de l'EDTA, des ammoniums quaternaires, pas forcément de l'EDTA, mais d'autres agents anticalcaires qui sont aussi décriés pour leurs propriétés irritantes. Donc voilà, on est loin d'avoir un ensemble de compositions qui soit totalement irréprochable. Et après, on a pris tous ces produits et on les a passés à travers le filtre de la fiche d'auto-évaluation pour les fournisseurs qu'on a créé, le SANISCORE. Et on s'est aperçu en fait qu'il y avait seulement 1/5 des produits qui cochaient un nombre de critères suffisants qui permettaient d'avoir une note supérieure ou égale à 8. Alors on a été regarder aussi pour illustrer un petit peu plus précisément finalement les compositions des produits. On a été voilà, j'ai illustré ça avec quelques exemples de compositions pour vous montrer que c'est pas tout simple non plus et que même quand on définit finalement des critères assez précis à travers une fiche, on a parfois des cas de figure qui peuvent être un petit peu problématiques ou en tout cas qui se questionnent. Donc là, la première composition que vous avez, c'est une composition qui est notée 8/10, donc qui a plutôt une bonne note, qui possède un label Cosmos, donc qui est le label de référence concernant les produits cosmétiques. Et pourtant, dans la composition, on a 2 tensioactifs qui sont irritants et sensibilisants. On a un tensioactif qui est de la famille des sulfates et on a la fameuse cocamidopropylbétaïne dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, même en cochant les critères ou en essayant d'avoir un produit le plus vertueux possible, on peut se retrouver quand même avec des compositions qui ne sont pas nickel. Deuxième exemple, alors idem, on a un label qui est un label de référence pour les produits cosmétiques. Alors là, pour le coup, on avait une note de 10/10. Et là, on a un savon qui était juste comme il fallait, puisqu'on a un vrai savon. On n'a pas un syndète, on a un vrai savon, puisqu'on retrouve de l'eau, on a de l'huile de tournesol, de la potasse, et on a un savon liquide qui est fait à partir de ces 3 ingrédients. Donc là, on a le produit, j'ai envie de dire, le savon parfait. Alors, troisième exemple, un exemple de produit qui est sans label, et qui a une note de 4/10, dans lequel on va retrouver des ingrédients problématiques, notamment des tensioactifs de la famille des sulfates, un tensioactif qui a un suffixe DEA. On retrouve aussi des PEG, je vous rappelle, des composés issus du propylène-glycol. Et on retrouve le benzylalcool, qui est un conservateur qui est considéré comme un allergène. Encore quelques exemples là pour illustrer plus particulièrement les labels. On a un exemple avec un produit qui a un écolabel européen, mais qui est noté 4/10. Et on retrouve des tensioactifs de la famille des sulfates, la présence de parfums,
Comme conservateur, on a du phénoxyéthanol et on a un petit ami de l'EDTA qui s'appelle le tétrasodium iminodisuccinate qui en fait possède les mêmes propriétés irritantes. Et après, on a deux compositions qui sont parfaites, note de 10 sur 10. L'une qui est labellisée, qui est une composition, alors pour le coup, qui n'est pas une composition de savon, mais qui est une composition de syndète, dans laquelle on va retrouver que des ingrédients qui sont acceptables, avec des tensioactifs doux, de l'huile d'olive, des gélifiants d'origine végétale et des extraits végétaux. Et dernière composition, là on retrouve encore une composition de savon avec juste 3 ingrédients, de l'eau, de l'huile de coco, de la potasse et de la glycérine. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? C'est que cet outil, ce SANISCORE qu'on a élaboré, c'est un outil d'évaluation et de notation qui va être à remplir par les fournisseurs. C'est un outil de dialogue entre acheteurs des collectivités et fournisseurs. C'est un outil qui va permettre aussi, on l'espère, aux fournisseurs de proposer des produits plus adaptés à la petite enfance. Et enfin, c'est un outil d'accompagnement au changement pour réduire l'exposition des usagers aux substances chimiques potentiellement préoccupantes. Donc, concernant les prochaines étapes à venir, l'idée, c'est de tester le plus possible le formulaire auprès des fournisseurs. C'est de notre côté, on va continuer d'ajouter à notre base de produits rencontrés les savons et les syndettes qu'on va analyser au cours de nos audits. Et puis, du côté des collectivités locales et des acheteurs, essayer de revoir les critères d'achat et du côté des fournisseurs, revoir les propositions en fait qui vous ont été, les produits qui vous sont proposés aujourd'hui. Voilà pour cette présentation. Merci Auriel. Tu peux arrêter de partager ton écran. Comme ça, on peut. Alors, celles qui veulent éventuellement rallumer leur caméra ou compléter, poser des questions, c'est le moment. Est-ce que ça fonctionne? Alors, ouais, voilà. Bah, du coup, c'est le mien qu'on voit, c'est ça? C'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Alors du coup, moi je fais une petite transcription pour les acheteurs. Cette fiche, ces travaux, on les a menés et moi j'ai participé aux audits qui ont été réalisés dans les écoles maternelles qui ont été auditées par Anne-Sophie dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt dans les écoles maternelles qu'on a mené auprès de 3 collectivités territoriales et qui nous ont permis effectivement de compléter et d'agir là-dessus. Donc, en fait, ce qu'on ressort quand même, c'est qu'il y a un outil pratique. Donc, cette fiche SANISCORE qui aujourd'hui est disponible. J'ai pas le lien, mais on vous l'enverra. On vous enverra la fiche avec le petit message de remerciement. Elle est utilisée si vous achetez en direct. Bon, alors il y a peut-être aussi des opérateurs privés. Si vous achetez en direct, vous pouvez vraiment utiliser cette fiche. Hein. C'est 10 questions à poser au fournisseur. Ça vous permet d'avoir la note du produit qu'il vous propose. Et on est en train, nous, au niveau du réseau 3R, de traduire ces éléments-là en prescription et en cadre de mémoire technique santé-environnement pour vos marchés à venir. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? On s'est dit en début de webinaire qu'on se garderait un petit temps hors enregistrement pour la fin, si vous voulez échanger sur vos références et sur savoir si ces références ont été notées. Donc, on ne va pas parler de marque là maintenant dans le temps enregistré, mais ce sera possible ensuite. Donc, est-ce que vous avez des questions, réactions par rapport à la présentation d'Auriel? On est bon? Vous voulez tout Vous êtes effrayé par la qualité des savons qui sont utilisés dans vos structures. Oui, ou même à la maison, hein, Ariel, on peut aussi, ça s'applique aussi là. Ok, alors j'arrête le temps d'enregistrement. Merci à toutes et tous et on reste ensemble pour la suite.